Chers concitoyens, je vous remercie d'être là. Dans notre culture, ce que nous faisons aujourd'hui s'appelle tout simplement l'arbre à palabres. Nous sommes là pour discuter des questions nationales, des questions d'intérêt commun. Je suis invité pour participer à cela et je voudrais donner mon point de vue. Excellences, mesdames et messieurs, communicateur que je suis, lorsque j'ai reçu le thème de la communication, la Constitution, la corruption et la gouvernance, j'ai fait quelques recherches, j'ai voulu rédiger et à la fin, je me suis aperçu que je ne fais que reprendre l'ouvrage que j'ai publié très récemment, précisément le 16 décembre 2011, que voici, pour la Nouvelle République. Bénin, Afrique, démocratie consensuelle. Plusieurs fois retourné, j'ai dû m'en débarrasser pour dire finalement, je reviens à ça parce que pour le moment, il n'y a que ça. Eh bien, je vais vous parler de quelques propositions par rapport au débat actuel sur la révision de la Constitution. J'ai 20 minutes. Nous irons très rapidement. Je ne voudrais pas faire une présentation ex cathedra. C'est une communication vive de vous à moi, avant le fond du débat. Voici. Le 16 déjà, comme je viens de vous le dire, j'ai présenté ce document au Centre culturel français. Les médias ont fait ce qu'ils pouvaient pour que vous soyez informés, peut-être pas tous, et pas de la même manière. Voici que, dans le cadre de mes activités professionnelles, je devrais me retrouver au Mali mi-mars. J'y étais et je quittais le Mali pratiquement le 19. Je viens dans mon pays le 22, coup d'État. Eh bien, on continue de traîner les séquelles. Puis, après quelques séjours, quelques jours dans mon pays, je devrais repartir pour la Guinée-Bissau. Je vais en Guinée-Bissau début avril. J'ai séjourné en Guinée-Bissau du 1er au 7. Et quand je quittais Guinée-Bissau, nous tous, on se chuchotait, mais qu'est-ce qui ne va pas? Parce que si vous avez vécu, il y a un malaise. Dès que l'avion atterrit au Sénégal, tout le monde a applaudi. Alléluia. Le 8, je descends dans mon pays et j'étais content. Surtout que c'était encore jour de Pâques. Vous connaissez l'actualité, quelques jours après, coup d'État en Guinée-Bissau. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Évidemment, ces phénomènes, nous les avions observés, étudiés. On s'est promené un peu en Afrique. Car je vais vous dire une chose. 11 ans à l'avant, j'étais en Côte d'Ivoire, en 1999, avec mon grand frère. Je devrais partir à la suite d'une mission d'État où nous avions travaillé à la primature de la Côte d'Ivoire au plateau, qu'on entendait dans les coulisses « Ado, Ado, nous allons mourir pour Ado ». Ado, c'est Alassane Dramane Ouattara. Ça ne se cachait pas, ça se disait.
À l'hôtel Ivoire où nous étions logés, nous avons échangé, puis entre nous on dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Nous, on était les officiels bien reçus, puis tout se passait très bien. Je dis, attention. Eh bien, j'ai dit à un cousin que je connaissais très bien là-bas, à qui je pouvais faire des confidences, je crois que la Côte d'Ivoire glisse vers un coup d'État. Oh, toi, tu es toujours là à rêver. Qu'est-ce que tu dis comme ça? Il ne peut pas avoir coup d'État en Côte d'Ivoire. Vous croyez que tu crois que c'est le Bénin? Mais tonton, il faut laisser ça. J'ai dit, mais tiens, Eric, ce n'est pas vrai. Moi, ce que j'ai vu dans le pays profond là, ça ne va pas. Il dit, mais tu n'as pas vu à Port-Boué là? Si un militaire, ça vise à venir ici, on va le balayer. J'ai dit, très bien, ok. Le 22, j'ai dit à mon frère, je m'en vais. Il dit, mais attends, on va faire Noël. Je dis, non, je préfère partir. Je suis descendu à Cotonou. J'ai dit à mon patron, bâtonnier Louis Angelo, je regrette qu'il ne soit pas là. Bâtonnier, mais attends, Côte d'Ivoire, ça ne va pas. Hein? Il dit, oh, tu es sûr? Le 23, on vient au cabinet, et puis, on dit qu'il y a rébellion en Côte d'Ivoire. Je dis, c'est faux, c'est un coup d'État. Il dit, non, Maître Moukarin, je crois que ça ne marchera pas. Je dis, bâtonnier, ça ira. Puis le 24, c'est Guéhi qui sort la tête. Vous connaissez la suite jusqu'à ce jour. Puis, entre-temps, vous avez vu en Guinée, en Mauritanie, tout près de nous, des tentatives qui n'ont pas abouti, d'autres qui ont réussi, au Niger. Bref, vous connaissez cette histoire. Il y a un problème. L'Afrique est malade. Vous le savez tous autant que moi. Tous, certains même mieux. Et le vrai problème se situe où? Je pense à mon pays et je dis attention que cela n'arrive point ici. Mais ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Pour que cela n'arrive point, il faut absolument anticiper et prendre les précautions. Et moi, je suis un homme heureux et je voudrais être heureux avec vous en disant tout simplement que si depuis 21 ans, nous avons une constitution qui n'a pas été bougée, excusez-moi, par les militaires que nous invitons souvent au coup de force, il faudra, comme l'ambassadeur vient de le dire ici, faire en sorte que nous préservions nos institutions, les renforcer et qu'elles soient fortes pour nous permettre d'avoir une constitution pérenne pour les générations à venir et pourquoi pas pour nous-mêmes d'abord. C'est pour cela que, fondamentalement, la question des constitutions, des gouvernements qui s'écroulent comme des châteaux de cartes, comprenez tout simplement que c'est que dans le fond, nous n'avons pas encore trouvé notre voie. Nous n'avons pas encore trouvé notre chemin. Il n'y a pas les compromis nécessaires. Alors, je voudrais ici, à partir d'un certain nombre de pistes de recherche, de réflexion, d'analyse, à travers ce document que je vous invite à lire pour un débat national, eh bien, faire quelques petites propositions très rapidement avant qu'on ne rentre dans le débat. C'est cela qu'il me paraît important de régler pour que nous puissions avoir une constitution solide, fiable. Car à quoi cela sert de dire nous avons une constitution et un matin on se lève et puis la chanson militaire, la constitution est partie, suspendue et on recommence. Ça n'a pas de sens parce qu'il n'y a pas de consensus à la base. On se leurre, on se trompe, on se ment. Il faut qu'on arrête. Mesdames et messieurs, je vais vous dire une chose. Des réformes, des propositions, je dirais plus simplement des mots et des suggestions. Voilà, je vais en faire à peu près une dizaine. Ça peut avoir des ramifications. Première réforme ou première idée.
nous devons instituer des partis politiques départementaux ou régionaux pour arrêter, eh bien, cette kyrielle de partis politiques familiales, claniques, ou je ne sais quoi, des amis pour dire que nous avons des partis politiques. Ce n'est pas bon. Commençons par faire l'apprentissage de la démocratie à partir de notre milieu pour développer notre environnement. Cela me paraît fondamental, nous allons en débattre. 2. Il nous faut instituer des régions pour notre pays. Aujourd'hui, on parle souvent du Bénin et des régions, mais il n'y a aucune loi, à moins que ma doyenne, présidente de la commission des lois, puisse me rassurer. Mais ce que je sais, parce que je l'ai lu dans des journaux, c'est qu'il y a un projet de loi qui désormais va faire du Bénin un pays divisé en 6 régions. Très bien. C'est ce que nous avons proposé dans ce livre. Le Bénin a besoin d'être morcelé ou divisé en 6 grandes régions, comme les colonisateurs l'avaient déjà fait. C'était bien étudié. Et même s'il y avait quelques couacs, aujourd'hui, compte tenu du temps passé, nous avons besoin de conserver ces ensembles plus ou moins homogènes pour pouvoir avancer. Et donc, les 6 régions retenues, l'Atakora, l'Atlantique, le Mono, l'Ouémé, le Zou et le Borgou que j'ai sauté, excusez-moi, doivent pouvoir constituer les grandes régions de développement de notre pays. Et ça, je remercie tous ceux qui ont travaillé pour que ce projet de test soit dans la circulation. Mesdames et messieurs, Excellences, puisque le temps est compté, je voudrais tout simplement vous dire ma 3e proposition. Il nous faut instituer un programme loi cadre de développement national. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut absolument que notre pays ait une vision claire. Un programme, une nation et un gouvernement pour son développement. C'est absolument inutile que les partis politiques, nous en avons une centaine, chacun dit « j'ai un programme ». Alors que les programmes ne contiennent que les mêmes préoccupations parce que nous avons les mêmes préoccupations pour le moment. Eh bien, fédérons ces idées, ces préoccupations, projetons-nous dans l'avenir pour ne serait-ce qu'un quart de siècle et en faire un document qui serve de cadre de développement et on en fait une loi votée donc par notre Parlement et qui sera la feuille de route de tous les gouvernements qui vont suivre. Ainsi, on pourra faire le point du développement et faire des réaménagements pour savoir exactement d'où l'on vient et où l'on va. Aujourd'hui, le constat amer, c'est qu'il n'y a pas de suite dans les actions. Il n'y a pas de suite dans les idées. Il n'y a rien. Il n'y a que désordre. Il y a brouillard. Ce n'est pas normal. On ne peut pas développer un pays comme ça. C'est du gaspillage. Et c'est pour cela que j'ai écrit dans ce pays que notre démocratie, elle est gaspilleuse. Elle est même diviseuse. Elle est improductive. Est-ce que comme ça, on peut attendre un développement? Non. Alors, j'avance. Nous verrons ça dans les débats. 4e proposition que moi, j'aimerais qu'on retrouve un jour dans la Constitution. Et là, je pense que ça ira. Nous devons pouvoir instituer désormais, maintenant que nous avons des régions qui vont arriver, je veux dire régulariser, parce que ces régions existent déjà, que nous instituions dans notre pays la rotation du pouvoir. Et pour un mandat unique de 5 ans, je ferai le développement, pas dans les 20 minutes, mais sachez tout simplement que pour les 6 régions, si chaque région devrait avoir
un mandat unique pour nous désigner quelqu'un par les primaires pour que le pays soit conduit sur la base du programme préétabli, nous aurons la paix. Nous aurons une vision claire de l'évolution de notre pays. Et le pays sera tranquille. Et nous allons nous aimer. Au lieu de passer notre temps à dire pourquoi le Nord a fait tel nombre d'années, le Sud n'en a pas fait. Et pourquoi est-ce que le Nord a peur que quelqu'un du Sud prenne le pouvoir, ou de l'Est ou de l'Ouest? C'est un débat inutile. Nous avons l'intelligence de régler ce problème-là. Ce n'est pas du régionalisme, mais c'est plutôt de la régionalisation, et c'est en même temps un ciment fort pour nous unir. Nous allons y réfléchir. J'ai dit tantôt que ce sont des idées et des suggestions. Alors j'avance. Et je dis, 5e proposition, que nous devons fondamentalement aujourd'hui sortir d'une certaine hypocrisie. Hypocrisie, excusez-moi, mes chers aînés, hypocrisie politique tendant à ne pas dire franchement les choses, à ne pas dire sincèrement les choses. Mais regardez combien nous sommes beaux, grands dans cette salle, élégants. Est-ce que vous pouvez vous applaudir vous-même? Et pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas nous aimer? On nous dit que nous avons plusieurs langues nationales et que chaque communauté doit pouvoir entretenir sa langue et parler. C'est une bonne chose. Mais à cela, je voudrais aujourd'hui que le gouvernement, le Parlement, qu'ils discutent et qu'ils fassent preuve de courage politique pour désigner 2 langues nationales d'intercommunication. Moi, mes investigations m'ont permis de retenir et de proposer la langue d'Indi et la langue Fon. Rassurez-vous, je ne suis ni d'Indi ni Fon. Mais j'accepte de ne pas me cacher derrière ma langue maternelle ou paternelle pour dire que telle langue ne prévaudra pas. Parce que, voyez-vous, actuellement, nous sommes en campagne. Ils sont en campagne en France. Aux États-Unis, j'ai du plaisir à suivre les primaires. Les gens s'expriment en quelle langue? Si ce n'est pas le français, c'est l'anglais. Et quand on parle, chaque citoyen entend, comprend et sait ce que l'on veut. Ici, nous parlons en quelle langue? Combien de personnes peuvent me comprendre et m'entendre? Et lorsque je vois nos députés en campagne, nos maires en campagne, le président ou les candidats en campagne, tout costume vêtu ou grand boubou, parler le français châtié, le gaulois, aux populations. Mais je me pose bien des questions. Moi, j'estime que désormais, si l'on estime gouverner ce pays, on doit pouvoir maîtriser. En plus de sa langue maternelle ou paternelle, peu importe, on peut être polyglotte et maîtriser autant de langues que l'on veut, mais on doit au moins maîtriser au moins l'une des 2 langues nationales que notre pays aura retenues et pouvoir faire campagne partout et se faire comprendre. Cela me paraît indispensable. Nous allons faire le débat et c'est important, il faut qu'on tue les égoïsmes individuels. J'avance pour arriver à ma 6e proposition. Pour dire ceci, mesdames et messieurs, voyez-vous, nous sommes dans un pays, qu'est-ce qui fait la bagarre actuelle? Que tout le monde court dans tous les sens. C'est tout simplement que chacun veut être là où il y a le pouvoir. Là, c'est frais. On ne peut pas transpirer comme je transpire. C'est doux. Mais, au fond, on n'a pas besoin de ça parce que la politique, ce n'est pas du commerce. C'est le volontarisme. Il faut être au service des autres. Eh bien, il y a un problème réel, une insuffisance, je veux dire, pour ne pas être trop fort, une faiblesse à notre Constitution. La Constitution du 11 décembre, ma foi, regardez bien, ou tout au moins dans son application, fait que le Parlement a tout l'air d'une chambre d'enregistrement. Il faut renforcer le pouvoir du Parlement. Je souhaite que le Parlement soit d'abord renforcé
et on fait de lui un parlement bicaméral. Tout simplement un parlement à deux chambres. La chambre des représentants et la chambre des sages, nos sages, qui n'ont pas à appartenir forcément à des chapelles politiques et qui ont une histoire profonde de ce pays avant l'indépendance et après, et qui peuvent nous dire un jour, mes enfants, l'arbre veut tomber de ce côté, ne soyez pas là. Cela nous manque beaucoup. Et puis après, on est obligé de courir pour aller vers les confessions religieuses, etc. Et les gens, en même temps que nous disons que notre pays est un pays laïque, nous sommes obligés d'aller rechercher l'arbitrage de certaines personnes. Ces choses ne doivent pas se faire de manière publique. Nous sommes dans une république laïque. C'est pour cela que nous devons aujourd'hui recourir à nos sages, qu'ils aillent s'asseoir là où ils doivent s'asseoir et que nous devons les entendre. Un pays où il n'y a pas la sagesse, il n'y a pas les sages, on est aveugle, on se perd. C'est important. Et cette assemblée-là, telle que je la conçois, doit pouvoir définir désormais pour l'avenir la nomenclature de notre gouvernement. Aujourd'hui, le président est libre, et ça c'est la Constitution qui le permet, est libre de former un gouvernement de 40 membres, de 10 membres, de 20 ou de 30. C'est faux. Désormais, il faut qu'on ait un nombre précis de membres de gouvernement, et moi j'en propose 15. 15, c'est-à-dire 2 pour chacune des régions. Nous en avons 6, on en aura 6, ce qui fait 12. Et le président élu aura le pouvoir discrétionnaire d'en désigner 3. Plus les 12, ça fait 15. Eh bien, lorsque nos grands cadres auront réfléchi suffisamment et voient les différents compartiments de notre pays, secteurs, comme on dit, de développement, ils verront comment structurer les ministères pour que nous ne dépassions pas 15. C'est ma proposition. Et que désormais, les ministres de la République ne soient plus des ministres nommés sans sortir de leur base régionale. Mieux, ils doivent être forcément responsables aussi bien devant le chef de l'État que devant le Parlement qui peut les démettre en cas de faute lourde et grave à la majorité des 2 tiers. Comme ça, on se sentira plus responsable de ce que l'on fait vis-à-vis de sa base, de son pays, du Parlement. C'est très important parce qu'aujourd'hui, lorsque on vous nomme ministre, parce que simplement vous avez servi à jouer un rôle de torpilleur ou d'organisateur des élections, vous restez simplement redevable à celui qui vous a nommé. Et ça s'arrête là. Et pourtant, les 22, 25, 28, 30, peu importe le nombre de ministres qu'on désigne, c'est eux qui ont les hautes griffes, les hautes mains, excusez-moi l'expression, sur notre patrimoine national. Mais il n'y a aucun contrôle. Je voudrais que ces choses se corrigent. Eh bien, pour les détails, nous allons en parler dans vos questions. Je vais aller vite parce que j'en ai 10 et le temps, il ne me reste plus beaucoup. Eh bien, il faut réajuster donc le pouvoir exécutif. Ce qui fait débat, c'est que le pouvoir exécutif est trop exorbitant. Notre Amazon national parlera tout à l'heure. Je lui laisse le temps d'approfondir la question de la corruption. Mais dans ce document, pour moi, le débat est suffisamment creusé. Mais on dit souvent que le poisson pourrit par la tête. Vous le savez mieux que moi. Et l'exécutif est d'abord la tête. Ça commence par là. Les grandes décisions sont là. Mais vous verrez dans notre Constitution, dans ces dispositions, 46, 54, 132, 139, etc., il y en a plein, 56, que le chef de l'État, organe institutionnel, a tous les pouvoirs du monde.
C'est-à-dire, c'est un monarque tout simplement.